Bonjour à toutes et à tous. C'est un sujet un peu grave, je dirais un peu même dramatique, dont je souhaiterais vous parler aujourd'hui. C'est un article que j'ai écrit sur un blog chrétien en 2012, mais que j'ai remanié, que j'ai remis d'actualité, en m'informant bien entendu sur les avancées de certains événements, de certains phénomènes. Et je vais donc vous parler aujourd'hui de la science et de l'eugénisme au service du nouvel ordre mondial. Autrement dit, les plans échafaudés par l'homme pour la dépopulation, précisément. Ça paraît paradoxal, mais il y a des hommes qui souhaitent la destruction de l'humanité. Et on le voit très bien dans l'actualité, tout est en sans dessus-dessous, le monde marche la tête à l'envers, on trouve des épidémies, des choses incroyables dans le monde, des famines inexpliquées, alors que les ressources naturelles de la Terre ne sont pas du tout épuisées, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Des catastrophes sanitaires, des catastrophes écologiques, bien sûr, et puis des catastrophes touchant le patrimoine tel qu'on l'a vu récemment avec cet incendie de Notre-Dame de Paris. L'être humain s'autodétruit, mais pour le bienfait de quelques-uns, pour le bienfait d'une élite qui entend asservir la population, qui entend prendre les rênes du pouvoir et mener les choses à sa guise pour son profit, pour ses bienfaits personnels. Aux yeux des mondialistes, donc, de cette élite de ce que j'appellerais l'empire global, l'homme est devenu source de tracas. Cette élite, que je qualifierais de psychopathe, met sur pied quantité de moyens pour éliminer ceux qu'il nomme les indésirables et les improductifs. On ne veut pas d'improductifs dans la société, on ne veut que des personnes qui puissent participer de près ou de loin à l'enrichissement de la société et par là même, bien sûr, à l'enrichissement de ceux qui prétendent maintenir le pouvoir dans ce monde. Le phénomène, malheureusement, n'est pas nouveau et on entend toujours ce leitmotiv. La Terre est surpeuplée, il y a trop de monde sur la Terre. Il faut sauver la Terre de la race humaine. La race humaine est en train de détruire la Terre, donc il faut détruire la race humaine. Du moins, il faut détruire ceux qui sont en trop, qui provoquent cette surpopulation et par là même la destruction des richesses naturelles, l'appauvrissement des richesses naturelles. On va mentionner ce triste exemple de la Chine, la Chine communiste, qui serait en quelque sorte le modèle idéal du nouvel ordre mondial. Les planificateurs mondialistes estiment que la Chine représente l'avenir. Elle avait déjà dans le passé adopté l'atroce politique de l'enfant unique, cette politique qui a duré de 1979 à 2015, donc qui prévoyait que chaque foyer chinois ne pouvait avoir qu'un seul enfant. Et j'allais dire, ces décisions du pouvoir venaient à la suite du lobbying d'un consortium d'organisations eugénistes, comprenant le planning familial, et l'ONU, les Nations Unies. La pratique de l'avortement forcé et de stérilisation forcée en Chine a plongé ce pays dans une crise profonde où vivent actuellement près de 40 millions d'hommes de plus que le nombre de femmes. Bon, depuis 2015, le nombre d'enfants par foyer a été fixé à 2, non plus 1, mais 2 maintenant. Mais bien entendu, ceux qui s'aviseraient de dépasser ce nombre seraient fortement pénalisés. À cela s'ajoute l'impitoyable état policier en Chine qui écrase toute forme de dissidence politique aussi bien que religieuse. Les églises souterraines, les églises cachées, les ouvriers des usines en grève, les étudiants contestataires, tous ou presque sont envoyés dans des camps de travaux forcés. Leur sang et leur tissu
sont catalogués en prévision de prélèvement forcé d'organes. Le gouvernement chinois vend ensuite aux enchères les organes des prisonniers et ceux qu'il appelle les indésirables sur le marché mondial. Les ingénieurs sociaux de la Chine euthanasient même sans aucun scrupule des personnes âgées et des personnes handicapées, ce sont des indésirables, selon toujours un plan des mondialistes de déshumanisation radicale et progressive des populations qui sont jugées inaptes, c'est-à-dire improductives. En 2018, donc tout près de maintenant, la Chine a fait naître les 2 premiers enfants génétiquement modifiés par manipulation de leur ADN. Alors je rappelle ce que c'est que l'ADN, l'acide désoxyribonucléique. C'est ce qui permet de composer, bon, je parle grossièrement, de fabriquer les gènes, les chromosomes si vous voulez. Un chercheur chinois donc qui s'appelle He Jiankui, qui est chercheur à l'Université des sciences et des technologies de Shenzhen, au sud de la Chine, a annoncé sur YouTube en 2018 la naissance de 2 enfants, de 2 jumelles, prénommées Lulu et Nana. Ces 2 jumelles avaient été génétiquement modifiées grâce à une technologie qui s'appelle la CRISPR ou la Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, ce qu'on appelle dans un langage plus courant les ciseaux génétiques, c'est-à-dire que c'est un procédé génétique, biologique, qui consiste à manipuler, à couper des morceaux de certains gènes pour fabriquer donc, j'allais dire, autre chose que ce qui est prévu dans le plan génétique d'une personne. C'est de la manipulation génétique, tout simplement. Et donc cette technologie CRISPR consistait donc à modifier le gène nommé CCR5 afin de prémunir les bébés d'une infection par le VIH, donc le virus du sida. Or, des études récentes ont démontré que cette modification génétique risque d'affecter d'une façon très certaine, pratiquement certaine, le développement de leur cerveau et donc de leur capacité intellectuelle et cognitive. Un neurobiologiste américain même, qui s'appelle Alcino Silva, a expliqué dans un article paru sur le site MIT Technology Review que le gène CCR5 occupe un rôle majeur dans la formation du cerveau et dans la gestion de la mémoire. Voici ce qu'il dit, d'ailleurs, qui est cité toujours dans cette revue. L'interprétation la plus simple est que ces mutations auront probablement un impact sur la fonction cognitive chez les jumeaux. Alors je vous cite ces données d'après un article du Figaro paru le 26 novembre 2018. L'homme politique français décédé, Alain Peyrefitte, dans un de ses ouvrages parus en 1973 et qui s'appelle « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera ». Il avait en quelque sorte déjà prophétisé comment ce pays de Chine donc allait envahir le monde par ses avancées technologiques et commerciales plus que contestables et partant inavouables pour la plupart d'entre elles. On le voit effectivement actuellement, la Chine tient le haut du pavé en ce qui concerne les technologies, les nanotechnologies, donc je reparlerai un peu plus loin concernant la 5G. La Chine est en train d'envahir le monde avec toutes ces techniques qui ne sont pas dénuées d'effets secondaires graves. Et la Chine est en train donc de suivre le plan des mondialistes pour ce monde qu'ils envisagent de créer. Et je vais vous donner une citation de Henry Kissinger, qui date de 1974, donc qui n'est pas récente, mais on en parlait déjà à l'époque, et qui disait ceci: « La dépopulation devrait être la plus haute priorité de la politique étrangère envers le tiers-monde. » Et il cite aussi, lors d'une interview télévisée du 23 mars 2007, « Un nouvel ordre mondial est nécessaire, mais avec des caractéristiques différentes dans chaque région du monde.
Tout pourrait échouer cette fois, leur plan étant de plus en plus connu. Mais c'est pour moi l'esquisse par quoi un jour, dans les prochaines années, une solution émergera. Henry Kissinger, donc, haut fonctionnaire, haut diplomate américain, qui a joué des rôles non négligeables dans certains coups d'État, dans certaines révoltes, guerres, partout dans le monde. Donc vous voyez que la dépopulation était déjà à l'ordre du jour dans les années 70 et elle l'est plus que maintenant et elle concerne particulièrement les pays du tiers-monde qui sont bien entendu les pays les plus défavorisés du point de vue économique et là où se trouvent ce que ces mondialistes appellent les indésirables, c'est-à-dire les improductifs, des gens qui sont sans défense, des gens qui sont la plupart du temps à la merci de leur gouvernement, des gens qui vivent dans un seuil de pauvreté en dessous, je dirais, de ce qui est imaginable et admissible, et ce sont en priorité à ces gens-là qu'on va s'attaquer. Alors je vais vous donner quelques données historiques concernant donc ce qu'on appelle l'eugénisme. L'eugénisme, c'est-à-dire une politique concernant donc le planning familial, enfin si vous voulez le planning familial qui consiste à dire ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire concernant les populations, les moyens d'empêcher une surpopulation dans le monde. L'eugénisme, c'est d'abord une mentalité, c'est un esprit, c'est une mentalité qui est réprouvée et qui a une très sombre et longue histoire que l'on peut connaître d'après les récits, les écrits et les travaux de personnages comme Francis Galton, 1822-1911, qui était un scientifique britannique, un peu considéré comme le père de l'eugénisme. Un autre qui s'appelait Robert T. Malthus, 1766-1834, donc un peu antérieur, qui était un adepte des famines massives comme moyen de choix pour se débarrasser des pauvres. Ou encore le très célèbre Charles Darwin, 1809-1882, qui était cousin d'ailleurs de Francis Galton et qui a été rendu célèbre pour sa, j'allais dire, fumeuse théorie de l'évolution, soutenue par un certain Thomas Huxley, donc 1825-1895. Tous ces illustres personnages, je mets le mot illustre entre guillemets, ont longuement théorisé sur la nécessité d'une stratégie sociale basée sur l'élimination des sous-classes considérées comme étant un frein à leur conception de la société. Ils voulaient une société élitiste déjà à l'époque. Ils mirent le comble à leur iniquité en engageant leurs familles respectives à ne se reproduire qu'entre elles, pensant qu'en l'espace de quelques générations, ils produiraient un homme supérieur, le prototype parfait de la race supérieure. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais il y en a un autre plus près de chez nous qui s'appelait Adolf Hitler, qui était aussi un grand tenant de cette théorie de l'homme supérieur, de l'homme parfait, de la race parfaite. Cette obsession du lignage consanguin, parce que c'est de ça qu'il s'agit, n'est pas donc sans rappeler les dynasties royales européennes qui appliquent encore actuellement ce modus vivendi au sein de leur propre famille afin de ne pas perdre la qualité de leur sang royal qui est considéré comme le sang le plus pur qui soit. On sait désormais que c'est par ce moyen que sont nées les 13 grandes familles des Illuminati d'Europe, desquelles sera issu ou est déjà issu celui qu'on appelle l'Antéchrist, c'est-à-dire l'homme du péché, qui est décrit dans la Bible. L'expérience de ces familles Darwin, Galton et Huxley a été catastrophique. On peut s'en douter, la consanguinité, c'est quelque chose qui amène que des désordres. Au bout seulement de 2 générations de consanguinité, c'est-à-dire qu'ils se sont reproduits entre eux, près de 90% de leurs enfants sont morts à la naissance ou ont été très sérieusement handicapés physiquement et mentalement. Une nouvelle science, je mets le mot science entre guillemets, est née au début du XXe siècle, ce qu'on appelle la biométrie. Celle-ci avait en fait déjà été développée par Galton dans les années 1870 comme moyen de suivre
les traits raciaux et l'histoire génétique, et comme outil de décision pour des permis de reproduction. Oui, je n'invente pas ce mot, il est textuellement cité par Galton lui-même, des permis de reproduction. En 1904, le laboratoire de recherche Cold Spring Harbor Research fut créé aux États-Unis par un certain Charles Davenport, qui était un eugéniste, 1866-1944, avec le financement des familles Carnegie, Rockefeller et Harriman. Et entre parenthèses, ce sont des familles qui ont également financé et soutenu le Troisième Reich hitlérien. En 1907, les premières lois de stérilisation furent votées aux États-Unis. Les citoyens qui naissaient avec des difformités ou des résultats scolaires faibles ou mauvais ont été arrêtés et stérilisés de force, de peur qu'ils ne donnent naissance plus tard à des individus qui seraient héritiers de ces mêmes tares. En 1940, le bureau d'enregistrement eugénique américain a été mis en place. À ce moment-là, les Anglais avaient de leur côté créé les premiers réseaux de travailleurs sociaux, ce qu'on appelle les assistantes sociales aujourd'hui, pour servir expressément d'espions et de surveillants du culte de la race eugénique qui prenait rapidement le contrôle de la société occidentale. Les travailleurs sociaux décidaient à qui on devait retirer les enfants, qui serait stérilisé de force et, dans certains cas, qui serait tranquillement assassiné. En 1911, la famille Rockefeller exporta l'eugénisme en Allemagne en finançant l'Institut Kaiser Wilhelm, qui formerait plus tard un pilier central du Troisième Reich. Le futuriste, écrivain et auteur à succès de science-fiction H.G. Wells, 1866-1946, avait lui aussi étudié la biologie sous la direction des pontes, des patrons de l'eugénisme de l'époque, et il a répandu sa nouvelle science dans le monde. Je mets toujours le mot science entre guillemets. Sa maîtresse, la maîtresse de ce monsieur, H.G. Wells, qui s'appelait Margaret Sanger, 1879-1966, commença la promotion de l'eugénisme aux États-Unis. En 1923, elle reçut un financement massif de la famille Rockefeller. En 1927, l'eugénisme se fit définitivement sa place dans l'opinion publique américaine. Cette même année, plus de 25 États adoptèrent les lois de stérilisation et la Cour suprême statua en faveur des politiques brutales de stérilisation. Quand le chancelier Hitler arriva au pouvoir en 1933, l'une de ses premières actions fut de faire voter des lois eugéniques sur le modèle des lois américaines. En 1936, l'Allemagne devint ainsi le leader mondial de l'eugénisme en prenant des mesures de stérilisation et d'euthanasie sur des centaines de milliers de victimes. 3 scientifiques américains eugénistes, Davenport, Laughlin et Goethe, rien à voir avec l'écrivain, furent envoyés par la famille Rockefeller en Allemagne où ils conseillèrent les nationaux-socialistes sur le réglage de leur système d'extermination. Avec le soutien des États-Unis et de l'Angleterre, l'Allemagne franchissait alors les limites et des dizaines de millions de victimes le payèrent de leur vie. À la fin de la guerre, les Alliés ont protégé des poursuites judiciaires les scientifiques nazis qui avaient torturé à mort des milliers de personnes. Parmi ceux-ci, le plus connu, le plus sinistre d'entre eux, qui s'appelait Joseph Mengele, surnommé d'ailleurs à juste titre l'ange de la mort, a été connu pour avoir expérimenté de façon abominable des méthodes de torture, soi-disant médicales, sur des enfants juifs dans les camps de la mort nazis. Les eugénistes virent donc peu à peu leur sinistre plan mis à découvert et s'empressèrent de camoufler leurs agissements et leurs programmes sous le couvert de recherche biologique. La Ligue américaine pour le contrôle des naissances devint le planning familial. Les eugénistes prirent le nom d'anthropologues, de biologistes, de généticiens comme couverture et furent donc très respectés dans le monde d'après-guerre.
les Alliés exfiltrèrent des milliers de scientifiques nazis hors d'Allemagne et les placèrent à des postes clés, allant des armes biologiques aux missiles au sein du complexe militaro-industriel. C'est la fameuse opération Paperclip. Le fondateur d'IBM, International Business Machines, était un partisan très intime d'Hitler. Il s'appelait Thomas G. Watson, 1874-1956. Tout d'abord à la tête du CTR, rebaptisé IBM en 1924, et il va financer la société allemande DEOMAG, à qui IBM a fourni des machines, une machine trieuse notamment de cartes perforées, qui servira à établir des statistiques concernant la population allemande. Et ces machines ont servi entre autres, dans les années 1933 précisément, à établir un premier recensement de la population juive, tzigane, ainsi que des populations, entre guillemets, non allemandes de souche, et considérées comme indésirables. C'était bien sûr du pain béni pour les eugénistes nazis. Des tatouages sur les victimes des camps de concentration étaient en fait des numéros d'identification humaine utilisés par les calculateurs Hollerith d'IBM. Un eugéniste, Julian Huxley, 1887-1975, qui a été dirigeant de l'ONU, qui a fait partie de l'ONU parmi les têtes, et donc eugéniste impénitent, affirma que, puisque les leaders de l'eugénisme avaient fondé les mouvements environnementaux et de conservation des espèces, ceux-ci devaient être utilisés comme véhicules pour la formation du gouvernement mondial. Tout comme H.G. Wells, l'écrivain, l'avait imaginé, ce mouvement serait contrôlé par une dictature scientifique et serait guidé par les principes de l'eugénisme. Huxley a fondé le WWF, que l'on connaît, le World Wildlife Fund, avec l'aide du dirigeant du groupe Bilderberg et ancien officier nazi, le prince Bernard des Pays-Bas, décédé, et le prince Philippe d'Angleterre. Et voici ce que donc le prince Philippe d'Angleterre, c'est-à-dire le duc d'Édimbourg, le mari de la reine Élisabeth, déclarait dans un entretien au Deutsche Presse-Agentur en août 1988. Il disait ceci: « Dans le cas où je me réincarnerais, je désire revenir comme un virus mortel afin de contribuer un peu à la résolution du problème de surpopulation. » Ça peut faire sourire, mais c'est assez dramatique. On sait de plus que la famille d'Angleterre est issue de l'Allemagne. Hein, à l'origine, la famille d'Angleterre, c'est une grande famille allemande. Les Battenberg notamment. Bon, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais il y a des ramifications certaines entre la famille d'Angleterre et les grandes familles allemandes. Dans le cas où je me réincarnerais, donc en plus il croit à la réincarnation. Très bien. Aldous Huxley, donc j'ai déjà parlé, 1894-1963, pardon, auteur des ouvrages Le meilleur des mondes, qui a été très lu dans le monde entier, et 1984, ce sont des ouvrages de science-fiction, mais qui ne sont pas aussi irréalistes qu'on veut bien le croire. Frère de Julian Huxley, a donné à l'université de Berkeley, donc aux États-Unis, un discours en 1962, peu avant sa mort. Voici ce qu'il disait. Pardon. « Je suis enclin à penser que les dictatures scientifiques du futur seront plus proches du meilleur des mondes que de 1984, non pas à cause de quelconque scrupule humanitaire des dictatures scientifiques, on sait bien qu'ils n'en ont pas de scrupules, mais simplement parce que le modèle du meilleur des mondes, donc son roman à succès, est probablement plus efficace que l'autre, 1984. Si vous pouvez obtenir le consentement de la population sur la situation dans laquelle elle vit son état de servitude, il me semble que la nature de l'ultime révolution que nous devrons affronter est précisément ceci, que nous sommes dans le processus de développement d'une série de techniques qui permettra à l'oligarchie, qui a toujours existé et qui existera toujours, de faire aimer à la population sa propre servitude. Ces méthodes sont un véritable raffinement
des anciennes méthodes de terreur, car elles combinent des méthodes de terreur avec des méthodes d'acceptation. Cette citation, je l'ai prise dans un documentaire d'un certain Alex Jones, qui est un journaliste non aligné américain, qui cite dans un documentaire qui s'appelle Endgame, daté de 2007. Les élites ont donc généré une terrible vague de destruction depuis qu'elles pratiquent froidement des expériences sur les populations civiles qui sont utilisées en fait comme des rats de laboratoire. Une série d'enquêtes du Congrès américain a révélé plus de 20 000 tests secrets conduits contre la population américaine entre 1910 et 2000. Une étude eugéniste connue sous le nom de Project Tuskegee sur la syphilis, donc une maladie vénérienne, maladie sexuellement transmissible, a tué des centaines de Noirs et s'est étendue sur 40 ans jusqu'à ce que tout soit révélé en 1972. En 2008, des archives déclassifiées ont indiqué que les USA avaient demandé à l'Australie entre 1963 et 1966 de tester des gaz innervants sur leur propre personnel des armées de terre, de l'air et de mer. De nombreux soldats sont morts instantanément, tandis que d'autres ont agonisé pendant des années. Des centaines d'hôpitaux américains ont injecté à des hommes, à des femmes et à des enfants en bonne santé de l'uranium et du plutonium à des niveaux allant du non thérapeutique au létal, c'est-à-dire au mortel. Des épouses de GIs enceintes reçurent par des médecins militaires des vitamines qui étaient composées en fait d'uranium-239 et de plutonium-241 très hautement radioactifs. Les résultats consistèrent de violentes fausses couches entraînant le décès des mères. Entre 1951 et 1961, l'armée US paya plus de 3 millions de lires israéliennes au ministère de la Santé israélien pour conduire sous le couvert de contrôles médicaux des expériences de radiation sur des enfants séfarades venus immigrer en Israël. Ce n'est pas de la science-fiction, ce sont des faits réels qui sont rapportés d'une façon officielle. Plus de 110 000 enfants juifs à la peau mate reçurent 35 000 fois, je dis bien 35 000 fois, la dose maximale de rayons X directement dans le crâne, et ce, de manière répétée. La plupart de ces enfants, faut-il s'en étonner, moururent dans les semaines et les mois qui suivirent. Entre 1940 et 1979, la majorité de la population anglaise fut arrosée par des avions plus de 2000 fois avec des micro-organismes sans bien sûr en avoir été informés. En 1968, le Pentagone a testé une arme biologique mortelle dans le métro de New York et a placé ses agents dans les hôpitaux pour analyser les effets. La stérilisation agressive des hommes et des femmes a continué dans de nombreux États jusque dans les années 80. Le scientifique Bertrand Russell, 1872-1970, a été lauréat du prix Nobel, a écrit comment les vaccinations au mercure et autres produits toxiques pour le cerveau provoqueraient de partielles lobotomies chimiques en développant ainsi une population de zombies serviles. C'est vraiment très édifiant. On se rappelle, sans émotion plutôt, la scandaleuse campagne pour la vaccination anti-H1N1 orchestrée par nos élites françaises et notamment Madame Roselyne Bachelot et les études menées conjointement par d'éminents scientifiques dénonçant l'utilisation du mercure et du scalène dans ces vaccins avec les graves conséquences pour la santé publique. Plus proche de nous, il y a quelques mois, ce délire de vaccination à outrance revenait en force par l'entremise des pouvoirs publics, et particulièrement de la ministre de la Santé, Madame Agnès Buzyn, avec un protocole de 11 vaccins à administrer dès la naissance aux enfants, dont on ne connaît même pas bien les effets à plus ou moins long terme. Car il n'y a, il faut le dire,
il n'y a pratiquement pas d'études scientifiques sérieuses qui ont été menées jusqu'à ce jour sur ce problème. Je ne dis pas que les vaccins n'ont pas leur utilité, mais encore faut-il que ceux-ci soient administrés avec beaucoup de précaution et surtout beaucoup de discernement. Le monde occidental est donc en train d'appliquer des politiques de pré-criminalisation eugéniste. Dans le monde anglo-saxon, les fœtus sont maintenant soumis à un premier dépistage en fonction du casier judiciaire familial. De Portland, de l'Oregon jusqu'à Londres, des services de protection de l'enfance inscrivent des nouveau-nés dans des bases de données criminelles et les soumettent à des audiences de probation dès l'âge de 2 ans. Les seigneurs de la dictature scientifique mènent une guerre impitoyable contre les plus faibles. En décembre 1974, le gouvernement américain fit de la dépopulation du tiers-monde une question de sécurité nationale. On croit rêver. Le titre de l'opération, National Security Study Memorandum 2000, était simplement un remake de la commission britannique sur la population créée par le roi George VI en 1944. N'oublions pas que ce souverain était un pro-nazi déclaré. Celui-ci considérait que les populations du tiers-monde constituaient une menace sur le monopole du pouvoir mondial par l'élite internationale. La suite sur une prochaine vidéo.